Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant toute chose, on vous rappelle que le dernier numéro du MOOC, le MOOC Rivers numéro 9 spécial année 2003 sur la révolution 2003 en fait. Tout ce qui s'est passé durant cette année un peu particulière, cette année charnière et qui a auguré les changements et la transformation de la NBA et du basket mondial tel qu'on les connaît maintenant. Donc ce numéro est disponible sur basketsession.com en exclusivité. N'hésitez pas à aller jeter un œil, à le commander, surtout tant qu'il en reste. Vous savez que chaque numéro fait l'objet d'une édition limitée, donc il faut pas tarder. Si vous avez la moindre question, vous allez sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous poser des questions. Si vous l'avez déjà reçu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Pareil, taguez-nous, que ce soit sur Twitter, Instagram, on se fera un plaisir de partager tout ça et de vous répondre. Et voilà. Et puis pour partir sur l'émission d'aujourd'hui, la saison régulière, comme vous le savez, est sur le point de se terminer. Et nous, comme on est un petit peu des impatients, on a envie de se projeter tout de suite sur les finales NBA. Donc, on va pouvoir échanger, partager un petit peu, dire quels sont, selon nous, nos favoris à l'Est ou à l'Ouest et potentiellement pour le titre cette année. Et pour me rejoindre aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de toujours, Shai Mamou. Voilà, Shai, comment ça va? Ah bah, ça va super, Théo. Écoute, j'ai passé une petite heure au téléphone hier soir avec Jalen Horde, qui est revenu en NBA il y a quelques jours et qui fait des super perfs très remarqués. C'était un petit moment sympa. Il y a l'interview sur Basket Session depuis ce midi, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Mais voilà. Sinon, tout va bien. Comme tu disais, déjà envie de faire flash forward les playoffs, même s'il reste quelques matchs et quelques petits enjeux, mais on a hâte que ça démarre. Ouais, et puis Jalen, t'en parlais, c'est vrai que il termine la saison un peu en trombe là, avec des beaux cartons après avoir Ouais. alterné un petit peu les contrats de 10 jours et puis de la G League. Grosso modo, sans révéler tout ce qu'il a pu te raconter dans l'interview, dans quel état d'esprit est-ce que tu l'as trouvé? Bah, il est toujours, ouais, il est un peu, il est comme ça, Jalen, il est très, il s'enflamme pas alors que le gars vient de sortir de deux matchs avec 20 rebonds, un autre à 23 points. Enfin, il fait vraiment des perfs qui montrent qu'il a sa place en NBA et qu'il aurait sans doute dû y être tout au long de la saison. Lui, il te dit plutôt, bah non, non, franchement, j'ai pas été bon après la Summer League. En gros, je méritais pas forcément d'y être et il fallait que je passe par là pour en être là aujourd'hui. Et je l'ai trouvé vraiment. Conscient qu'il pouvait, qu'il fallait qu'il développe quelques aspects de son jeu et qu'il fallait compter sur lui quand même pour la suite. Il fait aussi partie du Team France, mine de rien, donc le fameux groupe élargi des Bleus pour les prochaines échéances. Oui, c'est Et bon à là, savoir, parce que j'imagine ah que tu ouais, vas y venir, mais il y a des échéances ouais. là, importantes et intéressantes potentiellement pour lui aussi. C'est ça. Alors, il n'a pas encore été appelé dans les rassemblements, etc., officiellement. Mais avec voilà, Nico Batum qui vient d'annoncer son forfait pour l'Euro, Nando De Colo qui n'est pas là, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont aussi se désister. Donc, ça va être, le prochain Euro va peut-être être l'occasion de voir des jeunes comme lui, je l'espère en tout cas. Et si ce n'est pas sur cette compétition-là, ce sera à l'avenir parce que c'est un joueur pas ultra connu du grand public parce que même s'il a été à l'INSEP, il a quand même fait la majeure partie de ses études aux États-Unis. Mais c'est un gros talent voilà, de France. Donc, voilà. Oui, et puis on sait que c'est toujours intéressant, même si on ne fait pas partie de la compétition au bout du compte, mais d'être appelé dans ce fameux groupe France, faire partie des rassemblements, c'est moyen d'échanger, qu'il y ait un petit peu de transmission entre les anciens ou du moins les joueurs établis et puis la future génération. C'est quelque chose qui avait plutôt pas mal marché pour Axel Toupane, là, les fois où il était venu, il n'avait Ouais. pas forcément été retenu, puis finalement il avait été plutôt bon par la suite, donc on va suivre ça avec intérêt. Et puis on suivra aussi le reste de sa carrière, enfin la suite, je veux dire, c'est intéressant de voir si ça se passe du côté d'OKC ou pas. OKC, il y a tellement de jeunes que c'est un Mm. petit peu dur parfois de comprendre la ligne Ouais. directrice de tout ça. Mais C'est ça, il en parle justement, on en a discuté parce que lui, il est passé d'une situation à Portland dans la bulle où il avait comme vétéran Damian Lillard, CJ McCollum, Carmelo Anthony, à là où il n'y a que des mecs de son âge ou même plus jeunes, il a que 23 ans, hein, mais que des types qui ont fait des allers-retours en G-League ou qui sont des prospects encore jeunes. Et c'est difficile de s'y retrouver là-dedans. Mais bah, il concède quand même que c'est très intéressant au niveau développement parce que tout le monde a sa chance. Au niveau hiérarchie et statut, c'est moins comment dire, établi que dans des franchises comme Portland. Donc ça va lui servir à progresser. Moi, je suis persuadé que c'est un des joueurs qui va petit à petit gagner sa place en NBA parce que là, Angélique, ce qui était intéressant, c'est qu'il a joué, il s'est retrouvé à jouer pivot en fait, alors que c'est un ailier de formation. Par la force des choses, il s'est retrouvé à jouer pivot et il a développé ou en tout cas pu montrer des aptitudes qu'on avait moins vues lors de ses premiers passages. Et là, bah, tu vois, il fait des matchs à 20 rebonds
à voir bon NBA, un jour même poste 4. Et ça peut être un joueur très, très complet et intéressant pour la suite. Eh ben, superbe. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Basket Session pour découvrir l'interview de Shai avec Jalen Horde. Puis nous, on va suivre bien sûr le reste de tout ça avec attention. On va se reconcentrer un petit peu plus sur une équipe. Alors là, je pense que c'est pas un spoiler, mais on va pas parler d'OKC pour la conquête du titre ou pour la finale NBA cet été. Cet été, qu'est-ce que je dis au mois de juin? Oui, ça sera l'été, quasiment sur la fin des finales peut-être. Shai, ce que je te propose, c'est qu'on commence à l'ouest parce que moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être la hiérarchie est peut-être plus claire à l'ouest qu'à l'est. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quels sont tes favoris ou ton favori pour rejoindre les finales? Est-ce que tu as une équipe en tête à ce stade de la compétition? À l'ouest, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Phoenix fait un peu figure de juggernaut, comme aiment dire les Américains. Et c'était pas évident en fait il y a quelques semaines et quelques mois. Moi, en début de saison, bon, j'étais plutôt optimiste pour Phoenix, mais parce qu'ils sortaient de finale, c'était quand même une belle saison pour eux. Mais il y avait toujours ce côté à se dire, est-ce qu'ils n'ont pas juste profité d'une fenêtre de tir avec des blessures chez leurs principaux concurrents? Est-ce que c'était pas la seule occasion qu'ils auraient? Et au final, on voit en misant sur la continuité et le développement des joueurs qu'ils avaient déjà, c'est une équipe incroyable. Au niveau du bilan, je veux dire, ils sont indiscutables. C'est une équipe qui peut traverser quelques blessures, quelques obstacles sans aucun souci. Là, aujourd'hui, je les vois sauf catastrophe avec une blessure de Chris Paul ou Devin Booker. Je les imagine mal être passés loin du coche, quoi. Au moins, je pense qu'ils seront au moins en finale de conférence. Ça me paraît. Toutes les autres équipes ont un peu de mal à identifier qui elles sont, à être sûr que tel ou tel adversaire est dans leur corde. Phoenix, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à affronter absolument n'importe qui et en sachant qui ils sont. Mais écoute, moi je partage totalement ton avis. C'est vrai que c'est un petit peu assez marrant avec le recul. L'an dernier, cette finale inédite Phoenix Bucks avait fait pas mal quand même, pas mal parler. On parlait Ouais. une finale limite un petit peu la finale de la chance quoi. Comme certains auraient profité des blessures des uns et des autres. Alors c'est assez drôle parce qu'on oublie un peu vite que Chris Paul était blessé dès le premier match dans la série face aux Lakers, une blessure quand même sérieuse à l'épaule qui l'a pas mal handicapé sur le dribble et sur le tir. Quand on sait voilà, quelles sont ses principales armes, tu te dis que le résultat aurait pu être très différent. Et puis, c'est aussi un peu drôle, on ne va pas en rajouter une couche sur les Lakers, mais hier, il y a quelques jours, on entendait encore Anthony Davis dire sortir l'excuse des blessures pour expliquer les contre-performances des Lakers et dire on ne sait pas vraiment ce qu'aurait pu se passer si on avait été tous là. Et ben, même une équipe comme Phoenix qui a caracolé en tête de la conférence Ouest depuis, je ne sais pas, peut-être le deuxième mois de la compétition, elle n'a pas été exempte de blessures non plus. Devin Booker a manqué des matchs, Chris Paul a manqué des matchs, Cam Johnson on a loupé aussi. Et pourtant, c'est une équipe qui a vraiment été dès le départ quasiment sûre de ses forces, de ses faiblesses, dans la continuité de ce qui était déjà en place. Et même, ce que je trouve impressionnant avec cette équipe, c'est j'ai l'impression qu'il y a une vraie maturité dans le jeu, des automatismes qui ont été même renforcés par les progrès de certains de ces éléments et une assurance dans les moments chauds. Enfin, les stats dans les dernières minutes de match sont incroyables. Ouais. C'est incroyable, Charlie. Non, la qualité de cette équipe dans le clutch, c'est hallucinant cette année. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment, ça paraît aussi simple que s'ils appuyaient sur un bouton et qu'ils déclenchaient voilà, des systèmes avec facilité, ils défendent, ils peuvent à la fois verrouiller l'équipe adverse et tout rentrer. Chris Paul, on sait que Chris Paul, voilà, c'est un mec avec beaucoup de sang-froid, d'adresse dans le clutch, il a toujours été comme ça, mais Devin Booker s'est mis aussi dans ce moule-là, en fait. C'est aussi ça, à mon avis, qui contribue à ce que Phoenix soit aussi fort. Tu parlais du développement de la maturité de certains. Devin Booker, c'est l'exemple parfait. Il est longtemps passé pour un joueur un peu soliste qui allait mettre des cartons offensifs dans des équipes médiocres. Ce qu'on avait déjà vu qu'avec la présence de Chris Paul, il avait gagné en maturité. Là, au niveau leadership, sang-froid, efficacité, c'est redoutable. Et je pense à autre chose, ce que tu disais, ils ont aussi connu leur lot de soucis à gérer, comme tout le monde, hein, au niveau que ce soit des pépins physiques ou autre chose. Il y a aussi la situation de DeAndre Ayton qui aurait pu être explosive. Complètement. Parce que tu as une équipe qui sort de finale et tu as des rumeurs autour du fait que le proprio
veut pas le prolonger. Lui, il attend tant d'argent et que voilà, il y a quelques matchs où il n'a pas joué. On s'est demandé si c'est parce qu'il était en embrouille avec la direction. Tu as aussi le propriétaire qui se retrouve dans des histoires, serveur, bon, comme souvent, mais il s'est retrouvé dans des histoires de management toxique avec des accusations, tout ça. Ils ne sont pas finis d'ailleurs, hein. Tout n'est pas réglé encore. C'est pas fini, mais ils ont réussi à ce qu'on en parle plus du tout. Moi, j'ai lu aucun article ni entendu qui que ce soit depuis que l'affaire est sortie quasiment. Et tout le monde se concentre sur le sportif à Phoenix. Ça reste des aptitudes aussi à maîtriser quand tu veux avoir une saison réussie. L'extra sportif a réussi à pas prendre le pas. Du coup, ça vaut aussi pour les problèmes contractuels qu'il y a avec DeAndre Ayton. Bah là, il est revenu aussi bien dans le moule. Tout va bien et c'est impressionnant. Oui, et puis ce qui est un peu marrant quand même, c'est de voir que les 2 finalistes de l'an dernier auront fait office d'underdog toute cette saison, quoi. C'est peut-être 2 des équipes les plus sous-estimées. Les Bucks, parce qu'à l'Est, entre le cinéma et le cirque Ben Simmons aux Sixers, puis le trade, les Nets avec Kyrie Irving qui joue pas, etc. On n'a quasiment pas parlé de Milwaukee. Et à l'Ouest, c'est un peu la même chose entre le fiasco des Lakers, les Warriors avec effectivement début de saison fanfare, le retour de Clay, puis la blessure de Draymond, puis la blessure de Stephen Curry. Tout ça a pris énormément de place. Et au bout du compte, Phoenix et Milwaukee, c'est peut-être 2 des équipes dont on aura le moins parlé cette année, avec peut-être une petite exception pour le Heat qui est premier à l'Est et dont quasiment personne, tout le monde se fiche cette année. On verra ce que ça va donner, mais c'est quand même dingue. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu 2 finalistes finalement faire aussi peu parler d'eux tout au long d'une saison, quoi. Oui, mais parce que en fait, tout le monde était déjà surpris de les retrouver là en finale l'année dernière. Même nous, on se disait, bah, c'est super cool, c'est rafraîchissant, mais c'est peut-être la seule fenêtre de tir. Parce que les autres, à un moment, je pense qu'on peut regarder les podcasts de l'année dernière où on se disait, bon, l'année prochaine, Denver aura ça, les Clippers, s'ils sont prêts, les Lakers. On se disait, bah, Phoenix sera là parce qu'ils ont posé les fondations de quelque chose de vraiment très intéressant. Mais Chris Paul, mine de rien, bah, on le voyait sur un temps limité. On se disait, il lui reste 1 an, 2 ans peut-être. On se disait, est-ce que Booker va confirmer en tant que leader technique et même plus que ça maintenant? Et au final, je pense que les doutes étaient permis et légitimes sur savoir s'ils allaient réussir à. Mais on ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts. Qui aurait pu dire qu'aujourd'hui, ils auraient autant de victoires et qu'ils seraient ultra favoris? Il faudrait regarder les cotes, mais ils sont vraiment favoris. Et là, ils sont largement favoris. Et Milwaukee, bah, c'est un peu. C'est l'histoire de Giannis sur les dernières années. Le gars est double MVP, meilleur défenseur, tout ça. Et on se dit encore non, mais si Philadelphie fait ça, si Brooklyn, ça. Mais non, mais Giannis, il sait très bien qui il est, quelles sont ses forces, qu'il peut encore développer. Il progresse tous les ans. Autour, les mecs, ils l'adorent et ils savent exactement comment jouer avec lui. Donc, même si Milwaukee a commencé doucement, pour moi, ça faisait aucun doute qu'il reviendrait sur les rails au bon moment. Et là, c'est pareil. À l'Est, Milwaukee me paraît être un favori solide. Mais carrément. Et en fait, ce qui est marrant, c'est bien que tu fasses tout de suite le parallèle entre les 2 équipes parce que quand on prend une équipe comme Utah qui, à chaque fois, enfin, surtout l'an dernier, était premier de ça, enfin, caracolait en tête de la conférence et avec toujours ce côté on ne nous respecte pas, on parle jamais de nous, blablabla. Phoenix et Milwaukee, j'ai le sentiment qu'ils en ont rien à faire. Qu'on parle d'eux ou qu'on parle pas d'eux, eux, ils viennent gagner les matchs. Dans les 2 cas, tu as le sentiment que les groupes vivent super bien. Vraie complémentarité sur le terrain, mais on sent qu'il y a une bonne ambiance aussi au sein du club, que c'est des clubs où malgré tout, malgré les problèmes de serveurs dont tu parlais tout à l'heure, le coach, le GM s'occupe d'être GM et où les joueurs s'occupent de ce qui se passe sur le terrain. Il y a une répartition des tâches qui fait que tout ça fonctionne. Et moi, ce que j'aime bien dans l'évolution de Phoenix cette année, c'est que c'est pas simplement on prend ce qui se passait l'an dernier, on le refait cette année. On sent qu'il y a une évolution. Et aujourd'hui, par exemple, si on devait choisir un MVP de cette équipe, même si, bien entendu, Chris Paul a un rôle primordial au sein du groupe, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une espèce de passage de relais qui est subtil, mais qui fait qu'aujourd'hui, Devin Booker est vraiment le meilleur joueur de cette équipe, sans que sans qu'il y ait eu la question de se dire mais c'est l'équipe de qui en fait? On sent que c'est leur équipe, de toute façon c'est l'équipe du groupe et que y a ces questions d'ego finalement ont réussi à être mis sur le côté. Ça, j'ai l'impression que Chris Paul a beaucoup appris ou tiré d'enseignements des expériences avec les Clippers où on se disait bon ça y est, c'est Blake Griffin,
On sait que ça ne s'est pas passé de manière idyllique sur le plan relationnel aux Clippers, hein, Chris Paul, Griffin et les autres, ça n'a pas été fantastique, surtout sur la fin. Là, voilà, il s'est dit, il a quand même identifié chez ce mec-là, chez Booker, un possible leader technique et vocal. C'était pas gagné d'avance. Hein. Je pense que majoritairement, au début, quand Booker est arrivé, on s'est dit il a le profil pour être un énorme scoreur d'équipe médiocre et peut-être qu'il grandira avec le temps. Et là, au final, tu regardes même sur la perception qu'ont les autres joueurs de Devin Booker, ça a beaucoup changé aussi, je trouve. Avant, on n'en entendait pas spécialement parler. Tout le monde savait qu'il était ultra doué. Il y avait une espèce de filiation. Il avait une relation avec Kobe. Il s'entraînait un peu avec, etc. Là, j'écoutais encore Kevin Durant l'autre jour et il dit c'est le joueur que je préfère regarder. Oui, c'est ce que disait aussi Damien Lillard il y a quelques semaines. C'est ce que disait la discussion dont tu parles de Kevin Durant, c'est aussi ce que disait JJ Redick. Ouais. Il y a effectivement un vrai respect de la part de ses pairs. Moi, pour repartir un peu sur son début de carrière, ce qui me faisait pas peur, c'était pas tant son caractère, sa personnalité en tant que tel, c'était les mauvaises habitudes. Parce que quand tu commences dans ta carrière NBA en jouant aux Suns, qui sont au fin fond de la conférence Ouest, et que tu as 3 ou 4 coachs en 2 ans et demi pour commencer ta carrière, il y a vraiment de quoi prendre de mauvaises habitudes. On connaît bien des joueurs qui ont pris cette pente-là. Et ce que j'avais peut-être pas tout à fait su évaluer, c'était à quel point il était proche de quelqu'un comme Kobe et d'autres, dans le sens de non, lui c'est un vrai compétiteur et effectivement mettre ses points c'était important, comme on va pas se leurrer, c'est important pour n'importe quel joueur de basket de la D4 départ jusqu'à la NBA. On est content de mettre des points et c'est quelque chose qui est important, mais il avait à cœur de gagner, à tel point que voilà, Chris Paul n'est pas arrivé à Phoenix par hasard. C'est qu'il y avait une vraie volonté de Booker de jouer avec Chris Paul, une volonté qui était réciproque. Et c'est intéressant, tu parlais de ce qui s'est passé aux Clippers, c'est que je pense qu'il y avait quand même suffisamment d'intelligence, d'humilité et d'envie de gagner pour avoir envie de faire appel à un mec comme Chris Paul qui va diriger le jeu, qui va être à la baguette, et une vraie volonté de progresser. Et je pense que c'est aujourd'hui les Suns et Devin Booker récolte les fruits plutôt de cette attitude et de ce très bon travail aussi, il faut le reconnaître, de James Jones depuis qu'il est arrivé en poste en tant que GM. Là, ça aussi, c'était pas gagné quand on y repense. Moi, je parle je parle pour moi, mais quand j'avais vu James Jones nommé GM, voilà, moi, James Jones, j'avais l'image du super coéquipier très discret qui suivait un peu LeBron James dans ses pas. Voilà, la transition fin de carrière, tout de suite poste à forte responsabilité, dans une franchise avec un proprio un peu interventionniste oui. Et des résultats compliqués, un historique de draft catastrophique, des histoires folles avec l'ancien GM et serveurs qui lui mettaient des chèvres dans son bureau. James Jones, il arrive et il doit composer avec ça, avec un effectif qui est bon, il y a du talent, mais c'est pas fou. Et tu te dis c'est pas simple, au final il fait un travail excellent, c'est vraiment excellent sur la construction de l'équipe. Voilà, comme tu disais, si Chris Paul est venu là, c'est pas un hasard. Je pense James Jones y est aussi pour quelque chose, et c'est lui qui a fait venir Monty Williams qui au final de l'année, hein. Ouais, là, c'est bon, là, il n'y a plus de doute. Ouais. Enfin, il n'y a plus de doute. En tout cas, l'espèce de petite déception de l'année dernière avec Thibodeau qui gagne, même s'il avait fait du bon boulot avec les Knicks, là, dans la continuité, on voit bien que Monty Williams, qui passait aussi pour un has-been, il faut le dire. Hein. Enfin, un has-been, j'y vais peut-être un peu fort, mais ça, vu que ça n'avait pas marché aux Pelicans sur la fin, on ne l'imaginait pas forcément. C'est le genre de mec que tu vois, tu te dis, voilà, ça va être un très très bon assistant, respecté, mais tu ne te dis pas il va coacher la meilleure équipe de l'Ouest sur 2 saisons là. Enfin, et au final, il est là. Et c'est peut-être aussi la présence d'un gars comme ça, hyper fédérateur, à mi-chemin entre players coach et quand même bon tacticien, parce qu'il fait des choses, il a un style maintenant identifié. Des mecs comme Devin Booker, ils ont aussi besoin de rencontrer dans leur carrière des coachs comme ça, en plus de joueurs comme ça, comme Chris Paul. Ouais, j'en profite pour remontrer là, parce que dans le MOOC spécial 2003, justement, on parle de James Jones qui sort aussi de cette fameuse draft et qui a eu un parcours un peu vraiment étonnant et particulier. C'est pas forcément le joueur sur qui on aurait parié au moment de sa draft qu'il aurait un impact important sur la NBA. Au bout du compte, c'est le cas, pas forcément. Il a mis des shoots importants quand il était joueur, hein, c'est sûr, mais ce qu'il est en train de faire en ce moment avec Phoenix, c'est peut-être ce qu'il aura fait de plus important dans sa carrière, ou la manière dont il aura le plus marqué le jeu. Je voudrais revenir sur ce que tu disais au sujet de Monty Williams. C'est très intéressant parce que
Si on revient aussi sur le terrain, ce qui est assez incroyable avec Phoenix et la manière dont il cartonne, c'est la manière dont il joue. Et ce que j'entends par là, c'est que si on regarde les stats avancées en termes d'efficiency, ils seront dans le top 2 en défense, si je ne me trompe pas. Ils ont la troisième meilleure attaque de toute la ligue. Et ce qui est incroyable, alors, défensivement, on sait ce qu'ils font, énormément d'activités, des joueurs très forts. Hein. Moi, je suis fan de Mikal Bridges. C'est un mec qui sera, je ne sais pas s'il sera dès cette année, mais en tout cas, je pense qu'il sera au moins dans une des deux All Defensive Team. Enfin, c'est un mec qui a vraiment le profil pour devenir un stopper absolu. Mais il y a aussi, ce qui est assez fou, c'est en attaque, c'est qu'au bout du compte, dans cette NBA moderne où l'essentiel des équipes cherchent à être fortes à 3 points, fortes dans l'attaque de cercle ou à prendre beaucoup de lancers francs, c'est une équipe qui est parmi les moins bonnes de toute la ligue dans ces 3 secteurs et qui est la plus forte dans le mid-range. Et là, en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils ont Chris Paul, Devin Booker, 2 des meilleurs joueurs dans ce registre. Et il se trouve que les 29 autres défenses de la ligue sont concentrées sur le fait, non, ou même les 30 défenses de la ligue sont concentrées sur le fait de stopper les tirs à 3 points et de protéger le cercle. Et Phoenix, le gros de son attaque, c'est dans le mid-range. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe en play-off et la réalité en play-off par rapport à la réalité de la saison régulière, c'est qu'on se rend compte que pour aller loin en play-off, pour être champion NBA, il faut des joueurs, un joueur, mais souvent des joueurs qui sont capables justement d'être super efficaces dans cette zone. On pense à Kevin Durant, on pense que Kawhi Leonard, on pense voilà, tous ces joueurs-là qui sont capables d'être clutch et d'être performants dans ce secteur du jeu. Et c'est exactement ce que fait Phoenix. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, défensivement, ils sont excellents pour dissuader ou gêner les tireurs à 3 points. Ils sont excellents en protection de cercle avec DeAndre Ayton, Javali McGee et compagnie. Donc, c'est assez intéressant de noter qu'au bout du compte, ils essayent de faire aux attaques adverses ce qu'eux savent faire très bien, c'est-à-dire prendre des tirs à mid-range et profiter du fait que ces équipes-là ne savent plus ou ne savent c'est pas qu'elles ne savent plus, c'est pas que les joueurs en sont incapables, mais ils ont tellement peu l'habitude de devoir jouer dans ce registre que ça joue complètement à l'avantage de Phoenix. Oui, non, mais c'est ça. Et encore, c'est une question de. Il y a à la fois de la préparation et une maîtrise de leur propre identité. En fait, ils savent exactement qui sont, ce qu'il faut faire à chaque match contre tel adversaire, à quel moment du match. On parlait voilà, de leur quatrième carton qui sont surréalistes. Et ça, en playoff, mine de rien, on n'a jamais vu une équipe arriver super loin ou être championne en se disant ah tiens, on a découvert en finale de conférence qu'il fallait qu'on joue comme ça. Avant, on était à la ramasse. Enfin, là, ils savent de A à Z qui sont, quel style de jeu adopter. Il y a des joueurs qui sont passés par tout un tas de situations. Mine de rien, avoir un Javel McGee qui a été champion sur les dernières années, c'est pratique au niveau de l'expérience. Chris Paul, qui sait exactement ce qu'il veut aussi. Voilà, pour revenir à la question initiale, à l'Ouest, je vois aucune équipe aussi bien préparée sur le plan tactique et aussi sûre de ses forces. En fait, faudrait même se demander quelle équipe, dans l'absolu, avec à effectif et chance égale, quelle équipe peut vraiment les embêter à l'heure qu'il est. Ouais, et avec une profondeur. Alors, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus de All-Star en son sein ou le plus de joueurs comment dire, de qualité plus. Mais par contre, ce qui est vraiment impressionnant avec ce roster, c'est que la profondeur de banc est vraiment incroyable et qu'il n'y a pas de mauvais. Alors, bien sûr, c'est la NBA, il n'y a pas de mauvais joueurs, on est d'accord. Mais tu as l'impression qu'il n'y a que des joueurs qui connaissent leur rôle, qui ont suffisamment de QI basket pour pouvoir prendre les bonnes décisions, que ce soit de savoir si c'est le moment de tirer ou si c'est le moment de laisser Chris Paul faire son truc et prendre un petit tir de l'elbow et ensuite jouer le rebond offensif. C'est vraiment voilà, une qualité où tu as. En fait, je me dis, en playoff, je vois quel va être leur 5, je vois même quel va être leur 8, voire quel va être leur 10 s'ils en ont besoin. Et je ne vois pas de maillon faible, en fait. Je ne vois pas vraiment un joueur dans ces 10-là où tu te dis, bon, bah, on va pouvoir vraiment exploiter tel filon à partir du moment où il est sur le terrain. C'est une équipe qui, comme tu le dis, mis à part blessure, me semble parée pour atteindre les finales, voire pour être championne NBA. D'autant que quand on regarde un petit peu historiquement, les équipes qui ont gagné autant de matchs en saison régulière, qui sont aussi fortes dans les fins de match et en plus qui ont déjà eu une expérience comme celle de l'année précédente où ils ont atteint les finales. Tout
enfin, tout semble laisser croire que Phoenix devrait être, enfin, quelque part, Phoenix devrait être le grand favori indiscutable pour être champion NBA. Et pourtant, on sent encore qu'il y a pas mal de réticence à leur donner à les Ouais, adouber de cette manière. j'ai l'impression qu'il y en a quand même de moins en moins maintenant parce que les gens voient ce que donnent les autres équipes. Parce que si tu regardes au cas par cas à l'Ouest, voilà, Memphis qui est deuxième, c'est super. Leur saison, je le dis tout le temps, c'est une des équipes que je préfère regarder. Même là, sans Ja Morant, ça continue de tourner. Pareil, il y a une identité de jeu et tout ça. Mais je suis un petit peu moins confiant sur un run jusqu'en finale en playoff. Il faudrait vraiment qu'il se passe des choses. Derrière les Warriors, dans l'idée, c'est peut-être l'équipe qui peut le plus gêner Phoenix, mais est-ce que Curry va arriver au moment où ils devront peut-être affronter Phoenix, s'ils y arrivent, est-ce qu'ils seront à 100%? Est-ce que Draymond Green va redevenir le défenseur dominant qui était au début de saison avant sa blessure? Est-ce que tout autour, ça va cliquer? Parce que voilà, on voit qu'il y a des joueurs qui sont arrivés un peu plus tard dans le projet, qui ont un peu de mal à se situer parfois, qui font des erreurs en match, qui rendent Steve Kerr fou, parce qu'il n'est pas habitué à ça. Et après, si on veut descendre sur les outsiders, bon, Dallas, c'est très bien, mais est-ce que sur une série, alors qu'ils n'ont jamais gagné avec Doncic de série playoff, est-ce qu'ils peuvent déjà taper tout le monde et aller battre Phoenix en finale? Enfin, voilà, on peut aller comme ça jusqu'à tous les qualifiés en playoff. Je ne vois personne qui, pour l'instant, sur la logique strictement sportive, hein, on sait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et entre les blessures, des coups de chaud inattendus, des craquages psychologiques, mais cette équipe, elle a l'air tellement, même voilà, mentalement, l'aspect psychologique. Écoute, je vois pas Chris Paul. Chris Paul a eu des soucis par le passé en finale de conférence avant. Il n'en Mais a là, pas eu tant que ça, hein, finalement. non, Bon, non, c'est un il peu a une eu légende, c'est un peu, vraiment voilà, c'est la légende une urbaine. série Mais, à OKC où effectivement il s'est ouais, vraiment complètement foiré de mm, manière. C'est peut-être même la seule fois ouais, qu'il est passé à ce point à côté d'un match dans les moments chauds. Après, c'est plus des problèmes de ouais. blessure, quoi. C'est ça, c'est plus qu'on se dit, vu le niveau du joueur, vu que c'est un des meilleurs meneurs de tous les temps, il aurait dû avoir plus de participation. Mm. Mais, là, ouais, en regardant vraiment juste qui va être qualifié et qui ils peuvent affronter, dans la logique sportive, ça me paraît compliqué de les battre, là. Ouais, effectivement. Mais je partage ton avis. C'est vrai que sauf blessure, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment enrayer leur saison. Mm, Je pense que les Warriors sont peut-être l'équipe qui a comment dire, le plus haut plafond. mm, Potentiellement, si tout voulait se mettre, comme tu l'as dit, si Draymond Green retrouve vraiment sa mm. mobilité, ses capacités du début de saison, si Stephen Curry revient de sa blessure au pied en étant quasiment, en repassant totalement, en étant à 100% Stephen Curry, si Klay Thompson continue à enchaîner les bonnes perfs comme il a été capable de le faire, donc tout ça, c'est pas impossible, c'est pas de l'ordre de l'impossible, mais ça fait quand même beaucoup de si enchaînés, alors que du côté de Phoenix, tu as l'impression qu'il y a un seul si, c'est si Devin Booker et Chris Paul ne se blessent pas, tout le reste, tu as l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus de certitude. Donc Phoenix, je pense, a de bonnes chances quand même voilà, d'aller loin, voire d'aller jusqu'au bout cette année. Ah, c'est exactement ça. Après, voilà, en finale, il faudra voir face à. Si un remake, ce serait intéressant de voir un remake avec les deux équipes à 100%, parce que au final, même Yanis s'était diminué en oubli, mais on se demandait s'il allait jouer et s'il allait jouer, parce qu'il se fait une blessure ultra flippante il me semble qu'il s'est fait opérer après durant l'intersaison. Il a quand même subi une intervention. Là, du coup, j'aimerais vraiment revoir cette opposition d'un point de vue neutre, hein, complètement dépassionné, juste sans préférence pour telle ou telle équipe. Revoir une opposition entre ces deux-là qui se connaissent et sans blessure, avec tout le monde à 100%, ce serait franchement un régal. Eh ben, je te propose qu'on change de conférence, justement. Passons un petit peu à l'Est. Alors, à l'Est, la hiérarchie, quand même, est moins établie, du moins, elle est Ouais. moins marquée qu'à l'Ouest. Pour rappel, c'est donc quand même Miami qui va finir premier de la conférence Est, alors qu'effectivement, on en a parlé quasiment pas de toute l'année. Ils n'ont quasiment jamais. Enfin, on pourrait compter les nombres de matchs qu'ont pu jouer ensemble Kyle Lowry et Jimmy Butler et Bam Adebayo. Ça peut se compter sur une paire de mains, une paire de pieds. Et puis voilà, donc quand même un parcours impressionnant de la part de Miami. Boston qui finit la saison régulière en trombe. Euh, les Sixers, les Nets, on peut continuer à rajouter des points d'interrogation, des guillemets, des astérisques, tout ce que vous voulez. On ne sait pas ce que vont donner ces équipes, donc c'est vraiment dur. Et au bout du compte, enfin moi je serais
tenté quand même de commencer avec Milwaukee. En début d'année, quand on faisait nos petits jeux des pronostics, bon, c'est toujours un petit peu dur hein, en début d'année. Moi, j'avais quand même mis une pièce sur le fait que Milwaukee retournerait en finale, justement parce que ça me semblait être l'équipe à l'Est qui pouvait se placer le plus dans la continuité et potentiellement qui avait le meilleur joueur de toute la conférence, à voir avec Kevin Durant, à voir avec Joel Embiid, bien sûr. C'est des débats qui sont pas vains, hein. Mais Milwaukee, pour moi, reste quand même malgré tout mon favori à l'Est. En grande partie parce que Yanis est quand même incroyable. La semaine dernière, on parlait un petit peu des potentiels MVP, de qui était où, etc. On peut le mettre dans tous les sens, peu importe. Yanis est l'un, voire le meilleur joueur du monde. On peut rajouter autant de joueurs que vous voulez, il est dans cette discussion-là. Et donc, moi je verrais quand même bien Milwaukee pouvoir sortir du chapeau parce que tout simplement, c'est peut-être là aussi l'équipe qui sait le mieux qui elle est, qui a pu surfer quand même sur le boost de confiance de son parcours l'an dernier, qui a été un parcours très compliqué, hein. Il y a plusieurs fois où on a pensé qu'ils allaient sauter, que ce soit face aux Nets, que ce soit même en finale NBA quand ils étaient menés 2-0. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont gagné beaucoup de confiance par rapport à tout ça, que ça a permis aussi au staff de faire pas mal d'ajustements tout au long de la saison. Et moi, je les verrais bien sortir de l'Est à nouveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Shai, pour la conférence Est? Là, pareil, comme toi, sur la dynamique actuelle, c'est une équipe qui n'a plus la pression de devoir gagner le titre. Yanis, il s'est débarrassé de cette pression-là, mais qui n'a pas les désavantages de ce sacre, parce que parfois des équipes se relâchent et se disent bon, ça y est, on a gagné, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait, notre temps était compté, c'est très bien. Là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu tout de suite le sentiment d'urgence de se dire il faut absolument qu'on soit premier de la conf, qu'on explose tout le monde, qu'on montre qu'on est les champions en titre. Ils y sont allés tranquillement. Yanis est monté en puissance. Il le dit lui-même, c'est pas le MVP, les trophées individuels, maintenant, limite, ça l'ennuie, hein, c'est pas ça qui vise. Et ce qui me fait dire vraiment que là, Milwaukee est favori, c'est que toutes les oppositions directes avec des équipes rivales, Yanis direct, il marque son terrain, et, il fait des actions décisives contre Philadelphie, Brooklyn. Tu as l'impression que voilà, il sait, au moment où il devra affronter ces équipes-là, et où les Bucks devront affronter ces équipes-là, parce qu'il n'est pas tout seul, il va te sortir le contre qu'il faut à la fin, il va faire le match à 40 points, il va te faire tout ce qu'il faut, même avec des pépins physiques, il va serrer les dents, il va le faire. C'est ce qui me fait dire que Milwaukee, là, à l'heure actuelle, ils sont sur une pente ascendante, en plus, je trouve, sur la dynamique. Avec Boston, ça se joue un peu. Boston est tout petit peu moins impressionnant ces derniers temps, mais c'est aussi logique parce que leur run a été énorme. Mais quand tu as un lieutenant comme Jrue Holiday, par exemple, comme Chris Middleton, pareil, qui ne sont pas en quête d'une exposition, d'être les options numéro un. Ils savent que Yanis est le leader de l'équipe. Et dans leur rôle, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, dans leur rôle, ils sont absolument parfaits. Je relidais défensivement. Il peut s'occuper de n'importe quel joueur de la conf Est lors d'une opposition. Chris Middleton, il va retrouver l'adresse au bon moment. Je suis d'accord avec toi, Milwaukee, c'est ultra solide. Et à ce stade de la saison, c'est pareil. Peut-être que Boston a des certitudes, mais les autres en ont quasiment aucune. Et je me remets encore voilà, c'est une sorte de presse de théorème, mais quand tu sais qui tu es et comment tu joues, comment tu vas défendre contre telle ou telle équipe, ben, à ce stade de la saison, c'est la plus grande force, en plus d'avoir le joueur qui est en théorie, pour moi, le plus dominant de la ligue aujourd'hui. Oui, Tu t'es favori pour moi, c'est Milwaukee Phoenix, ça me paraît être la finale logique. ouais. Et la question se pose quand même de savoir s'il y a un joueur plus sous-coté que Jrue Holiday dans toute la NBA. Non, je pense pas, ouais, Je c'est ne suis pas vraiment. sûr. Non, mais on oublie parce que c'est pareil, sa carrière, il a été All-Star relativement tôt finalement avec Philadelphie. Avec Philadelphie, ouais. Voilà, et je trouve qu'on parlait pas énormément de ses talents défensifs au début. C'était pas, waouh, c'est le meilleur défenseur sur l'homme, ta. C'était vraiment, ouais, c'est un mec très complet, mais là maintenant, tu le vois, c'est ce qu'ils appellent un savant de la défense. Il y a tous les mecs, tu leur demandes quel type t'aimes le moins affronter, lequel tu crains le plus, lequel est le meilleur défenseur. Franchement, les trois quarts, ils mettent toujours l'idée sur le podium, hein. Ouais, parce que dans le podcast dont tu parlais, justement, enfin, la discussion entre Kevin Durant et JJ Redick, et Keddy voilà, parlait un peu des playoffs l'an dernier et il parlait à nouveau de la série face à Milwaukee et à quel Ouais. point c'était dur, même pour un joueur comme lui qui est peut-être le cheat code ultime en attaque.
Tout semble tellement facile pour Kevin Durant. Et il répétait encore une fois que Jrue Holiday était peut-être un des match-ups les plus difficiles, alors qu'il doit lui rendre au moins, je ne sais pas, 15-20 cm ou pas loin, parce qu'une telle qualité d'appui, une telle dureté au contact, que c'est un joueur incroyable. Alors pourtant, il était quand même en difficulté pendant une partie des playoffs l'an dernier, notamment en attaque, même en finale, tout n'a pas été rose, mais son impact sur le jeu, je le trouve vraiment impressionnant. D'ailleurs, même sur le début de saison, c'était peut-être le joueur le plus fiable de Milwaukee sur le début d'année. Ouais, clairement, mais c'est l'intérêt d'avoir des joueurs comme ça. Et c'est pour ça que le move de l'avoir fait venir a été, à l'époque, on l'avait déjà quand même identifié comme un move important. Même s'il n'est pas dans un bon soir offensivement, et ça arrive, hein, ça peut arriver, tu sais que défensivement, il va être toujours un atout énorme. Il peut prendre n'importe lequel de tes joueurs. Là, on parlait de Kevin Durant. Bah, on est d'accord pour dire que c'est peut-être le mec qui a le moins de type capable de le limiter. Ah bah oui, on est d'accord. Presque de toute l'histoire, il y a toujours il y a même eu bon, après souvent autoproclamés, mais des Jordan Stopper, des Kobe Stopper, tout ce que tu veux. Mais il n'y a personne, je crois, qui peut dire non, moi quand je joue contre KD, c'est bon. Jrue Holiday, donc il ne le dit pas parce que c'est pas dans sa personnalité, mais c'est celui qui, tu sais qu'il va l'emmerder à chaque fois en fait. Ouais, d'ailleurs, personne ne s'est autoproclamé le KD Stopper. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait voulu de cette étiquette. Tu peux pas, c'est impossible. Après, c'est une autre question, un autre débat, mais en théorie, c'est le joueur le plus indéfendable quasiment qui y a eu sur le combo gabarit et arsenal offensif. Voilà. Donc, Jrue Holiday fait partie de ceux qui sont capables de le gêner un peu sur une série notamment, on a vu. Et là, ce sera peut-être encore le cas de voir faudra voir pareil, encore peut-être un KD à 100% si Brooklyn avance. Parce que moi toi, tu dis que tu avais mis Milwaukee en finale. Moi, j'avais plutôt parié sur Brooklyn, mais je n'avais pas anticipé. Oui, l'inanticipable. Quoique, quand on blaguait sur les articles de début de saison, on se disait il faut du courage pour Steve Nash. Il va galérer entre les folies de Kyrie, puis Harden qui arrive. On savait qu'il pouvait y avoir des dingueries comme ça. Mais non, j'avais pas vu venir le coup du trade d'Harden aussitôt, de Kyrie qui joue pas les trois quarts de la saison. Donc là, c'est pas impossible, mais tu vois, on parle de Milwaukee qui a ses certitudes et on sait exactement quoi attendre d'eux. Brooklyn, il y a une ou deux certitudes, mais ça reste pas pareil, quoi. Sur une série, j'ai du mal à me dire Brooklyn va gagner quoi qu'il arrive, même avec KD en fait. Après, bon, c'est clair. Et après, c'est vrai qu'à l'Est, quand même, il y a quand même pas mal d'incertitudes parce que justement, il y a tellement de points d'interrogation sur pas mal de ces équipes. Miami, par exemple, est-ce que défensivement, ils peuvent être suffisamment forts pour vraiment compenser un petit peu ce qu'on sait que c'est voilà, une excellente équipe défensive, mais qu'offensivement, ce n'est pas forcément le rendement de certaines des équipes, des meilleures équipes de la Ligue. Est-ce que voilà, leur défense peut, face à une opposition, face à un Brooklyn ou face à un Boston, être suffisamment forte pour compenser un petit peu le manque comment dire, de feu d'artifice en attaque? C'est une question. Est-ce que le rendement de James Harden actuel sera son rendement en playoff, sachant qu'en playoff, le rendement de James Harden est rarement, voire jamais meilleur que celui qui était le sien pendant la saison régulière? Est-ce que Ben Simmons reviendra du côté des Nets en playoff? Autant de points d'interrogation, donc c'est quand même compliqué d'avoir un pronostic sûr. C'est pour ça que là, c'est vraiment un pronostic à l'heure actuelle, sachant ce qu'on sait de ces équipes. C'est pour ça que je pense aussi que voilà, Milwaukee a le plus de cartes en main pour aller au bout. Mais quoi qu'il arrive, les playoffs à l'Est, ça va être incroyable. J'ai un petit pronostic under the radar. Ouais. En ce moment, on n'arrête pas de faire des news. Boston privé de certains joueurs au premier tour contre Toronto, machin privé de tant de joueurs contre Toronto en barrage. Toronto, ils sont en train de se frayer un petit chemin grâce au protocole sanitaire en vigueur au Canada. Il y aura toujours un joueur ou deux important qui ne fera pas les matchs, qui fera pas les matchs sur le parquet des Raptors. Il faut se méfier. Parce que Philadelphie jouait sans Thybulle en défense à Toronto. Puis, je sais plus, il y a un autre joueur dont on parlait ce matin, je ne sais plus lequel. Ça me reviendra. Mais... Ouais. Voilà, attention aux Raptors qui sont sur une énorme dynamique. Je ne dis pas qu'ils vont aller au bout, hein, mais attention à une petite surprise peut-être au premier tour
Parce que non seulement ils sont forts, mais en plus, en face, il y aura peut-être des joueurs qui vont manquer parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Ouais. Et d'autant qu'avec Nick Nurse, c'est certainement peut-être entre les Raptors et le Heat. Enfin, en tout cas, à mon sens, ce sont les deux équipes qui sont les plus fortes pour s'adapter au match par match, proposer des choses offensivement, défensivement différentes avec des groupes de joueurs qui sont prêts à. C'est ce que j'aime bien à Toronto, en fait, c'est que tu sens que le coach a plein d'options dans sa manche et que les joueurs se régalent de les mettre en place sur le terrain. Il y a une vraie osmose, j'ai l'impression, entre le coaching staff et les joueurs à Toronto, et avec les athlètes et tous les joueurs immenses qui peuvent jouer à toutes les positions qu'on connaît à Toronto et leur dureté défensive. Effectivement, ça sera pas cadeau, quelle que soit l'opposition pour Toronto, ça sera pas cadeau pour l'adversaire. Là, ils sont cinquième à l'Est, alors que je sais pas, il y a un mois, on se disait, bon, allez, c'est cool, ils sont bien, ils vont peut-être faire le play-in et tout. Mais Et là, ils enchaînent. Au début de saison, on se demandait même s'ils n'allaient pas carrément repartir de zéro Ouais, en tradant Siakam et Van ouais, Vliet et tout ouais. raser pour reconstruire. C'est le parcours de Toronto. Bah, encore une fois, on parlait des équipes dont on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, quand je dis nous, je ne parle pas simplement de nous, mais en gros des médias qui n'ont pas beaucoup été couverts par les médias. Toronto, c'est impressionnant aussi, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. On a beaucoup parlé, à juste titre, en début de saison et sur la première partie de Chicago, parce que c'était cool, ça revenait Et de Cleveland aussi. de Cleveland, qui était la bonne Mm. surprise. Au final, c'est deux équipes qui ont baissé de pied. Avec, voilà, à côté, tu as Toronto qui, pareil, avait une identité précise. Nick Nurse, vraiment, il a confirmé que c'est pas juste Kawhi qui a fait gagner le titre aux Raptors, mais que lui avait vraiment son rôle dans ce qui s'était passé. Il continue de montrer que c'est un des meilleurs coachs de la ligue. Et là, ils sont cinquième et ouais, au premier tour, attention quoi. Hein. Là, c'est Philadelphie pour l'instant. Philadelphie avec l'histoire d'Arden qui, comme tu disais, a du mal en playoff. Et là, la version 2022 d'Arden, la version physique et ce qu'il est capable de faire en ce moment. Attention à ce que ça ne repose pas tout sur Joel Embiid et qu'il n'y ait pas une déconvenue au premier tour. Ça, on verra quand on aura les affiches exactes. Mais ça fait partie des. Voilà, moi, je vois bien Toronto emmerder du monde pendant ces playoffs. C'est clair. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'on est plutôt aligné là pour ce coup-ci. Phoenix en favori à l'ouest à l'heure actuelle, Milwaukee en favori à l'est à l'heure actuelle pour un remake de ces finales de 2021 que moi j'ai trouvé passionnante. Je me suis régalé du premier au dernier match de ces finales. Allez, on va jouer un petit peu on va se projeter encore un peu plus. Tu aurais un pronostic. Quelle équipe tu verrais la mieux sortir d'un éventuel rematch? Ah, super dur. Super dur. Alors, on est encore dans un monde où il n'y a pas de blessure grave, où on ne se dit pas mince, Chris Paul ne va pas jouer, mince, Yanis est sur un genou. Ouais. Alors, j'aurais envie peut-être que Phoenix gagne, parce que, comme j'avais dit dans un précédent podcast, je me suis mis à adorer Chris Paul sur la fin de sa carrière, alors que c'est un joueur avec lequel j'avais du mal, au-delà du fait que je reconnaissais que c'était un joueur génial, mais j'avais du mal. Et là, la façon dont il a géré les dernières années de sa carrière, la façon dont Phoenix joue et pour récompenser la continuité du bon travail, j'aimerais que Phoenix gagne. Et je pense qu'avec ce qu'il montre là, il serait en mesure de battre Milwaukee. Mais vu ce que je vois d'Yanis dans les matchs importants, où il se dit c'est bon, je vais faire, vous inquiétez pas, je vais faire le contre Philadelphie, c'était sur Embiid, contre Brooklyn, il marque à 3 points avec Durant à côté, et c'est lui qui marque à 3 points pour envoyer. Et après, il met les lancers francs. Il met les lancers francs. Et là, tu as l'impression que le gars, tu lui dis bon, tu es super fort, mais tu n'es pas très bon sur la ligne. Et le mec, il va te claquer 80% sur la ligne sur la saison. Tu lui dis ouais, mais tu n'as pas de shoot, c'est pas beau à voir jouer, tu sais que sauter, dunker. Le mec, il va se mettre à te mettre des 3 points dans le money time. Il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Et il est aussi sur la trajectoire des très, très grands qui sont super durs à stopper et qui développent leur palmarès comme ça. Donc, alors, la raison me ferait presque dire Milwaukee, mais j'aurais envie que Phoenix gagne. Ouais, il y a un petit peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu la meilleure team d'un côté et le meilleur joueur de l'autre, dans le sens où. Alors, c'est pas une vérité absolue, mais on dit parfois qu'en playoff, finalement, c'est l'équipe qui a le joueur le plus fort qui gagne. On sait que c'est pas forcément le cas systématiquement, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai aussi, dans le sens où je pense que, quoi qu'il arrive, là, Yanis, il est arrivé à un stade de sa carrière où il n'y a plus vraiment de réponse. Et où tout ce que tu peux essayer de faire défensivement quand tu es l'adversaire, c'est essayer de perturber les joueurs qui sont un peu en dessous. Et là, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent être potentiellement perturbés du côté de Milwaukee. Phoenix, moi, le gros avantage au-delà des super joueurs de Chris Paul et de Devin Booker, la manière dont ils jouent, c'est vraiment la longueur de banc.
qui fait que je pense que ça peut vraiment être un sacré atout et que, vu la qualité du staff technique aussi, là, il y a de quoi trouver les ajustements, trouver des réponses si tous les joueurs sont disponibles pour pouvoir gêner quasiment toutes les équipes adverses. En tout cas, ça va être passionnant. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être une pièce pour Phoenix. Mais voilà, comme je disais, une pièce sur Phoenix, mais comme je disais tout à l'heure, Yanis, il a un stade maintenant où tu peux plus douter de lui, en fait. C'est un petit peu comme d'autres, où tu dis, bon, bah, de toute façon, je ne peux pas vraiment parier contre ce mec-là parce qu'il a déjà montré qu'il pouvait comment dire, déjouer les pronostics de tellement de manières différentes que c'est vraiment compliqué de parier contre ce mec-là. Et ça, j'ai l'impression que le grand public l'a pas encore complètement capté, en fait. Et qu'il lui faudrait une deuxième victoire comme ça, que ce soit contre Phoenix ou contre une autre équipe d'ailleurs, hein, pour qu'on se dise, ouais, non, ok, là, c'est son époque, c'est le joueur marquant des années 2020, on va dire. Parce que là, on est en 2022, mais voilà, que c'est vraiment c'est ça, c'est lui, c'est le joueur de cette génération-là et il n'y a personne d'autre, en fait. Donc, quand on regardera le palmarès après, là, bon, là, il est déjà dans les 75 all-time, mais si tu regardes après le palmarès, entre toutes les All-NBA Teams, les All-Stars, s'il a 2 bacs de champion, il a déjà 2 titres de MVP, euh, des titres de meilleur défenseur, enfin, c'est un jeu, c'est complètement monstrueux, mais il y a une petite part du grand public qui fait qui se dit encore ah, c'est pas un shooter, c'est pas ça, c'est pas un grand dribbleur, machin. Donc il est perfectible. Parce qu'il correspond à aucun modèle établi, en fait. Il n'y a Ouais. jamais eu de joueur comme lui avant. Donc, on ne peut pas se dire, ah ouais, il est un peu comme Kobe, il est un peu comme Jordan, il est un peu comme LeBron, il est un peu comme Wilt ou ainsi de suite. Mais ce qui est marrant, c'est que, alors ça ne sera pas le cas, mais dans l'absolu, cette saison, ça serait pas du tout impossible. Enfin, Yanis pourrait très bien finir meilleur marqueur, meilleur défenseur, Ouais. MVP de la saison régulière, champion NBA, MVP des finales. First Team All-NBA. Alors, c'est pas, bien entendu, hein, je dis pas qu'il va finir en raflant tout ça, mais il n'y a aucun de ces trophées qui est hors d'atteinte potentiellement pour lui encore à l'heure actuelle. Et là, effectivement, si le grand public ne se rend pas compte que c'est un joueur, comme on dit parfois, un joueur générationnel, ou du moins un joueur tel on a la chance d'en voir tous les 20 ans, voire une fois dans sa vie, ben, il va falloir qu'il se réveille un petit peu, je pense. Il faudrait demander ce qu'il en pense à James Harden, justement, parce qu'il n'en a plus reparlé depuis. Ah, pour le problème de skills, là, les gens, quoi. Parce Il que fait que courir, sauter, c'est ça? la phrase était folle, parce qu'à la base, ça partait juste d'une espèce de rivalité pour le titre de MVP, tout ça. Et on lui dit, bah non, mais lui, c'est facile, il a juste à courir et à sauter. Et là, il fait pas que courir et sauter, il fait absolument tout. Il est playmaker, il est ultra fort en défense. Enfin, donc, ouais, joueur générationnel, au final, on l'a quasiment jamais envisagé comme ça, en fait. Yanis, c'est ça qui est intéressant. On avait vu un peu venir l'avènement sur un Rivers, on avait titré le roi, le nouveau roi, etc. On sentait qu'il y avait un truc et ça pouvait être un joueur assez unique. Mais je ne sais pas si on l'envisageait vraiment comme joueur générationnel, ou dans 20 ans, on se dit, ah oui, bah ça, c'est les années Yanis, tu vois. Et parce que de par son parcours qui est ultra improbable, de par sa personnalité aussi, à la base, il est un peu renfermé, timide, il a mis un peu de temps à parler très correctement anglais. Il y a tout un truc qui fait que, sans lui, il faudra un film, un biopic, tout ce que tu veux. C'est absolument jamais vu, presque même dans l'histoire du sport co, c'est quasiment c'est invraisemblable. Mais carrément, il faudrait même une série documentaire. Mais ce qui est fou, en fait, et ce qui est intéressant, passionnant, même avec Yanis, c'est qu'à ce côté où il y a les jeunes années, la progression, donc là, tout le monde s'emballe sur le potentiel. Donc ça devient un peu le chouchou. On dit, mais c'est incroyable ce joueur, espèce de meneur de cette taille-là, quand on pensait un peu qu'il serait meneur ou qu'il serait voilà, porteur de ballon et tout. Puis au bout d'un moment, il arrive à un niveau fou, il devient MVP et on commence à se concentrer uniquement sur ses failles parce qu'il n'est pas champion NBA. Donc on dit, ah, finalement, est-ce qu'on ne l'avait pas fait monter trop vite? Est-ce qu'il n'est pas, c'est pas un joueur un peu gonflé? Finalement, il ne peut pas permettre de gagner un titre. Et derrière, en fait, ce que je trouve très fort, c'est qu'il a eu d'une part l'humilité de ne pas se contenter du niveau auquel il était atteint et de continuer à travailler sur son jeu, mais pas uniquement sur ses failles, mais sur l'ensemble de son jeu, et finalement de créer le joueur qu'il est aujourd'hui. Un joueur incomparable dans le sens où il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas eu de joueur comme lui avant. Et inventer un petit peu son propre jeu et continuer à progresser, à performer. Et le parcours les finales NBA ou le parcours des Bucks l'an dernier, à partir du moment où ils se blessent au genou, c'est un truc de fou. Même dans une série Netflix, on n'inventerait pas un scénario aussi dingue. Et il y a besoin pour la fameuse legacy qui obsède toujours les gens et les joueurs eux-mêmes, justement pour qu'on se dise pas, ouais, bon, bah, il a gagné un titre, mais en plus, c'était sur
sur un petit accident, on va dire. Il y a des gens qui le voient encore comme ça, hein, qui se disent, regarde, Anthony Davis, il dit, si les Lakers si on n'avait pas eu ça de blessé, il n'y a pas qu'Anthony Davis, je pense, hein, il y a d'autres équipes qui pensent sincèrement que cette année-là, c'était leur année et qu'ils l'ont raté parce qu'à cause d'une blessure, à cause de ça, à cause de la pandémie, machin. Et j'ai envie pour lui parce qu'en plus, voilà, au niveau de sa personnalité, c'est une superstar géniale à suivre, à écouter. J'aimerais pour lui que sa legacy se résume pas à un titre contre Phoenix cette année-là et qu'il y en ait un ou plusieurs d'autres, qu'on puisse se dire après, non mais ouais, regarde, le gars a dominé sur la durée, collectivement, individuellement, il n'y a rien à dire. Parce que mine de rien, là on le vit sur l'instant, mais c'est toujours, avec le recul des années après, c'est pas simple de savoir exactement ce qu'il en est. Donc j'ai envie que ce joueur-là, avec sa personnalité, son histoire, soit vraiment un. Quand on se demandera plus tard où le mettre dans le classement du GOAT, comme on dit, qu'il n'y ait pas à se dire est-ce qu'il est 48 ou 49, mais est-ce qu'il est 5 ou 10, tu vois, ce serait génial. Et ceci dit, on va peut-être pouvoir finir là-dessus. Et ce que je trouve cool avec Yanis, c'est pour ça qu'il fait aussi frais aussi comme personnage, c'est qu'on a le sentiment qu'il ne se pose pas ces questions-là, que quelque part il vit l'instant présent. Alors, ça fait un petit peu, voilà, un truc un peu cliché, être dans l'instant, etc. Mais on a le sentiment que chez lui, c'est vrai. Et pour redire un mot de Phoenix, j'ai aussi un peu l'impression que Chris Paul, après les désillusions en playoff, après avoir été tradé par Houston, après de passer par OKC, j'ai l'impression qu'il a aussi réussi à évacuer un petit peu ces questions de legacy de sa tête et à se concentrer sur les choses qu'il peut maîtriser et que ça explique peut-être le fait qu'il ait finalement réussi à atteindre les finales NBA. Et je n'ai jamais senti Chris Paul aussi libéré peut-être qu'actuellement. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas aussi de Milwaukee et ou en tout cas de Giannis. Il y a un côté libération chez Chris Paul, enfin un côté. On s'est tous dit quand il a été envoyé à OKC, on s'est tous dit oula, c'est le début de la fin. Il va être coupé, il va peut-être se raccrocher à d'autres stars, à ses potes, à LeBron, etc. Et au final, il avait toujours, je pense, et il l'a toujours aujourd'hui, même si effectivement, tu as raison, je pense qu'il n'est peut-être pas, d'apparence, il n'est pas obsédé par le fait de finir sa carrière avec un titre ou pas, mais ou alors il a modifié son approche sur cette obsession, je pense. C'est-à-dire qu'il l'a toujours, parce que là, tout ce qu'il fait, là, il a eu sa blessure, on s'est dit, mince, allez, la poisse encore juste avant les playoffs, mais en fait, bon, je pense que c'était de la prudence et qu'il a vraiment cet objectif-là en tête. Tout dans son leadership, sa façon de jouer, de prendre les choses en main, de confier les responsabilités à Devin Booker, d'être tout le temps dans le dialogue, la discussion avec tous les autres joueurs. Il y a tout qui tend quand même à montrer qu'il sait que cette expérience-là, c'est peut-être la dernière dont il pourra ressortir avec un titre et par le haut, en fait. Ouais, exactement. Et ben, nous, ce qu'on a hâte maintenant, c'est de voir ces playoffs et avant ça, le play-in débuter. Donc voilà, la saison régulière se termine dans les tout prochains jours. Et puis dès la semaine prochaine, on va pouvoir basculer là-dessus. On vous rappelle donc encore une fois que le dernier numéro du MOOC Rivers, le numéro spécial 2003 est disponible sur le shop. Il reste encore des exemplaires des MOOC précédents, Bad Boy, Chicago et une poignée de MOOC numéro 5 sur Kobe. Et donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur Basket Session, vous verrez tout ça. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec, on l'espère, Antoine Pimel en sortie de l'infirmerie enfin voilà, de l'infirmerie de Basket Session. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit sur le podcast ou sur les news sur Basket Session ou encore une fois sur le MOOC. On sera ravis de dire tout ça et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.